Une partie importante de votre voyage, lorsque vous êtes assis dans un avion pendant plusieurs heures, c'est d'être capable de manger, de se restaurer et d'avoir quelque chose dans l'estomac. Alors aujourd'hui, la vidéo va parler un petit peu d'où viennent ces fameux repas dans l'avion et donner des conseils sur ce que vous pouvez apporter pour vous restaurer vous-même, ce qu'il est possible d'apporter à bord pour pouvoir manger. Soyez les bienvenus à bord. Jusqu'au début des années 2000, c'était normal d'avoir un repas lorsque vous prenez l'avion. Quasiment tous les billets avaient ou un repas ou au moins un sandwich, quelque chose qui vous était offert. Et puis, les choses ont changé. Les compagnies low cost à coût réduit sont arrivées et elles ont commencé à dire les repas c'est seulement si vous en avez besoin, si vous allez payer pour. Et puis également, on a eu les événements du 11 septembre qui ont affecté énormément les conditions économiques des compagnies aériennes, ce qui fait que elles ont essayé de trouver des moyens de réduire leurs coûts et depuis, tout le monde n'a pas forcément un repas. Alors comment essayer de s'en sortir ? Soyez les bienvenus. Toutes les semaines, des conseils sont donnés pour apprendre un petit peu à maîtriser votre environnement lorsque vous êtes dans un avion, dans un aéroport, préparer votre voyage, réduire votre anxiété ou le stress que vous pourriez avoir et voyager dans les meilleures conditions. Alors, si vous avez faim et ou si cette vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également activer la cloche, partager la vidéo et mettre un commentaire. Et dans les commentaires, l'objectif est de connaître vos propres secrets. Qu'est-ce que vous apportez à bord de l'avion pour pouvoir vous restaurer ? Alors comme mentionné, les compagnies ont dû réduire leur budget. Au début des années 2000, les choses ont beaucoup changé. Puis ce n'est pas juste le prix du repas, le prix de la salade, du riz, du yaourt, et puis des petits morceaux de fromage et du pain qu'on va vous donner qui est important. Il y a d'autres coûts auxquels vous ne pensez pas forcément, parce que vous allez vous dire « ce qu'il y a dans mon plateau repas, ça ne doit pas coûter très cher à la compagnie ». Effectivement, un plateau en classe économie, c'est sûrement quelque chose comme 5 € ou 5 $, maximum 10, que ça doit coûter à la compagnie, mais vu que c'est acheté en énorme volume, ça ne doit vraiment pas leur coûter très cher. Mais il y a d'autres frais qui sont importants. Il n'y a pas juste les ingrédients, il faut déjà payer la cuisine, les employés qui vont préparer ce repas, toute la logistique, mais vous avez également la vaisselle. Alors oui, on a beaucoup de vaisselle jetable, c'est vrai, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'environnement, mais vous avez quand même des plateaux, vous avez quand même des petits bols, etc. Toutes ces choses-là, il faut les payer, et puis même la vaisselle jetable, c'est un coût quand même. Et puis tout ça a un poids. Ça a un poids dans l'avion qui n'est pas négligeable. Donc le poids de ce repas plus le plateau, plus tout ce qu'il y a autour du plateau, c'est-à-dire ces fameux chariots d'avion comme celui qui est visible en arrière-plan, il faut dire que c'est assez pesant. Il faut les transporter, et tout ce qu'on transporte, ça a un poids, et pour le transporter, ça coûte du carburant. Ce qui fait que plus il y a de repas à bord d'un avion, plus on a besoin de carburant. Pour le transporter, ça va prendre des équipements. Il faut payer ces chariots, il faut les maintenir. Il y a les fours qu'il va falloir payer, acheter, maintenir et nettoyer régulièrement. Donc toutes ces choses-là, ça a un coût qui va se répercuter sur le prix de votre billet. C'est pourquoi les compagnies ont dit très vite, si on a moins de personnes qui mangent, on peut maintenant avoir peut-être un galet qui est un peu plus petit. Le galet, c'est la cuisine. Et à la place, on va y mettre soit des sièges supplémentaires, ou on va mettre une autre toilette supplémentaire. Et comme ça, là où on avait une toilette au milieu de la cabine, on va mettre des sièges. Et par exemple, sur certains appareils domestiques, maintenant, l'espace où il y avait une seule toilette a été modifié. Et maintenant, il y en a 2, donc elles sont très petites, mais ça a permis à la compagnie de retirer un module toilette au milieu de la cabine et de mettre une rangée de 3 sièges supplémentaires. Donc vous voyez, ce n'est pas juste les coûts de ce que vous voyez sur votre assiette, c'est énormément de coûts supplémentaires qui peuvent être évités par les compagnies en réduisant le nombre de repas. Maintenant, parlons d'où viennent ces fameux repas lorsque vous en avez encore un. Les compagnies de traiteurs qu'on appelle en anglais le catering, et c'est pour ça même qu'en français, certains disent le catering, vont préparer. Ce sont des énormes cuisines qui sont souvent très proches des aéroports, vraiment au bord des pistes, et qui vont préparer des centaines et centaines de repas en quantité industrielle. Mais la plupart du temps, c'est fait le jour même, c'est très frais. Ce que vous mangez dans un avion, c'est très frais. Les recherches montrent que la grande cuisine LSG,
qui est une des grosses chaînes qu'on va trouver un peu partout sur la planète, la cuisine de Francfort fait plus de 85 000 repas par jour. Et ça, c'était avant la Covid, donc c'est énorme le nombre de repas qu'ils peuvent faire. Et tous ces repas doivent être adaptés à ce que chacune de leurs compagnies clientes a besoin. Donc ils vont en faire pour Lufthansa, ils vont en faire pour Emirates, ils vont en faire pour plein d'autres compagnies. Et chacune a sa propre charte et son propre budget investi dans les repas. Les repas sont élaborés par les chefs de ces fameuses cuisines, mais avec la compagnie aérienne. En général, il y a une équipe culinaire qui va travailler et qui va s'inspirer également, parfois, de certains chefs qui peuvent être invités, surtout pour les classes premium. Donc vous allez voir des grands noms qui vont avoir créé 1 ou 2 recettes tous les 4 mois, et vous allez avoir un repas signature, et la fameuse cuisine va reproduire cette même recette que vous pourriez trouver dans un grand restaurant. En général, vous avez 4 cycles de repas par an, donc les compagnies vont faire cet exercice 4 fois par an, et en général, de janvier jusqu'à avril, vous allez avoir le même repas qui va être toujours sur la même route. Donc si vous faites un Paris-Dubaï le matin, eh bien vous aurez toujours le même petit déjeuner pendant ces 4 mois. Il va y avoir éventuellement quelques variantes, mais on va vous offrir toujours un peu la même chose, et après 4 mois, on va passer à un nouveau cycle. Donc ça va avec les saisons, tout simplement. Lorsqu'ils vont concevoir des repas, ils vont avoir plusieurs facteurs à gérer. Il y a les influences saisonnières, mais il y a aussi les influences de destination. Lorsqu'un chef va commencer à concevoir des menus pour un vol entre Paris et Tokyo, il faut qu'il propose soit des plats plus français, mais il faut aussi qu'il y ait une option japonaise. Et donc on va avoir des chefs japonais qui vont faire partie de l'exercice, de manière à proposer quelque chose, soit pour les Français qui vont au Japon, qui veulent quelque chose de différent, pour commencer à s'habituer un petit peu à ce qu'ils vont trouver à destination, mais également pour les Japonais, qui ne veulent pas forcément manger quelque chose de très français, ou qui en ont assez de manger du camembert, et qui veulent commencer à retrouver du poisson. Alors, les repas sont faits, donc comme mentionné, dans ces grandes cuisines, ils sont cuits et ils sont ensuite réfrigérés. Et il y a tout un processus de chaîne thermique qui fait qu'on va devoir les rafraîchir très très rapidement. Et ces repas ne sont pas congelés, ils sont juste rafraîchis, gardés au frais à température contrôlée et ensuite amenés directement à bord de l'appareil. Et à bord de l'avion, l'équipage va réchauffer ses plats, donc on va terminer la cuisson. En général, ça va dans un four, c'est un four à induction, donc ce n'est pas un micro-ondes, ça va durer une vingtaine de minutes pour réchauffer les plats. En économie, en général, le plat est tout cuit d'un seul bloc, donc on vous donne directement ce qu'on appelle la cassolette. En classe premium, en général, on a un service de présentation, donc tous les ingrédients sont cuits séparément. Et donc certains ont une durée de cuisson qui peut être un petit peu différente, et bon, c'est la différence que vous payez entre l'économie et les classes affaires. Et ensuite, chacune de ces composantes va être placée directement sur l'assiette suivant une charte très précise qui a été décidée par le chef qui a conçu le repas. Et donc les membres d'équipage vont devoir suivre exactement cette charte pour que la présentation soit très standard. Que ce soit une personne qui prépare votre repas le lundi ou une autre la semaine suivante, eh bien si vous commandez le même plat, il doit être présenté de la même manière, ça doit être très standard, comme dans un restaurant. Un autre facteur important que les compagnies vont gérer, c'est le fait qu'on soit en altitude. Être en altitude va avoir un impact sur votre organisme. Il y a moins d'oxygène dans l'air en altitude, et donc lorsque vous allez boire de l'alcool, ça va vous rendre intoxiqué beaucoup plus rapidement, vous allez être ivre beaucoup plus vite, tout simplement parce que il y a moins d'oxygène, donc il y a moins de circulation. Un autre impact, c'est les papilles gustatives. Vos fameuses papilles vont fonctionner différemment, et quelque chose qui aura énormément de goût au niveau du sol va avoir l'air très très banal, sans très très grande saveur lorsque vous êtes en altitude. Et c'est pourquoi les compagnies vont venir rajouter des choses qui vont essayer d'augmenter les saveurs comme du sel, du sucre, des choses comme ça, et quelques épices. En général, ce n'est pas trop épicé à bord, mais c'est essentiellement le sel et le sucre. Le sel et le sucre. Et donc, lorsque vous allez manger en altitude, ça va goûter très différemment que si vous le preniez au sol. Au sol, vous vous diriez « Oh mon Dieu, c'est vraiment trop fort, sans œufs ». Alors qu'en altitude, ça va être très agréable à manger. Ce qui explique pourquoi le personnel de bord, en général, ne va pas trop manger les repas qui sont proposés à bord de l'avion, parce que oui, il y a parfois, dans certains cas, des repas qui sont proposés. Soit il est possible de manger
éventuellement les restes, les options qui n'ont pas été choisies par les passagers. En général, on préfère prendre la classe affaires, mais certains collègues vont manger tout ce qui reste. En général, la tendance est de se limiter. Pour voir comment se passe l'alimentation à bord d'un avion ou ce qu'il est possible de consommer, une vidéo publiée il y a quelques années sur une rotation jusqu'au Japon et un retour montrait comment gérer le sommeil quand le cycle est très perturbé, et également la nourriture. Le lien sera disponible à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos, c'est une vidéo qui avait été assez intéressante à faire. Passons à la partie suivante de cette vidéo. Maintenant, quelles sont les options si vous n'avez pas de repas qui est prévu à bord ? Eh bien, vous pouvez toujours amener votre propre sandwich, c'est comme dans les trains ou un peu partout ailleurs, vous pouvez toujours amener un sandwich, ça ce n'est pas un problème. La sécurité vous laissera passer un sandwich, regarde plus tout ce qui est liquide, gel et puis les fameuses armes, mais un sandwich en général c'est pas mal innocent. Vous pouvez acheter des choses dans l'aéroport, mais n'oubliez pas que les fast-food, ce ne sont pas des choses qui sont très très agréables pour votre organisme à digérer lorsque vous êtes en altitude. Donc évitez les gros burgers, les frites et les boissons gazeuses, tout ça, ce n'est jamais très 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 bon. Ça va en plus vous remplir l'estomac très très rapidement, mais vous ne mangez rien de très 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 nutritif. Et puis au bout d'un moment, vous allez continuer à avoir faim. Donc la recommandation est d'éviter ce genre de choses. Vous pouvez également acheter à bord, donc il y a des menus qui sont proposés, et l'avantage c'est que vous pouvez les regarder sur internet avant votre départ. La plupart des compagnies publient les menus qui sont proposés. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a sur le menu sera disponible au moment où le chariot va arriver près de vous, mais au moins vous aurez une idée de combien ça va vous coûter. Est-ce que ça vaut la peine d'amener à manger ou est-ce que vous allez l'acheter à bord et puis quelles sont les différentes options. Et pour terminer cette vidéo, voici des sources d'inspiration de recettes pour préparer les repas parce qu'il faut également prendre en compte les contraintes de liquide, donc il ne faut pas prendre des choses avec de la sauce, il faut quelque chose qui ne va pas forcément rester dans un frigo pendant les 2 à 3 heures avant de monter dans un avion, donc il y a plusieurs paramètres aussi à gérer. Et donc, si le personnel peut l'amener à bord, vous pouvez l'amener à bord également. Alors, voici les recettes principales utilisées récemment. Il y en a 2 qui viennent du site d'une grande amie, Eve Martel. Si vous suivez sa chaîne, vous savez qu'elle parle d'un petit peu pas mal de sujets, mais il y a tout un sujet important qui est sur tout ce qui est produits alimentaires. Et sur son site evemartel.com, vous avez toute une section justement sur les produits alimentaires, il y a des recettes, et donc la recette utilisée dernièrement, c'est la salade repas de semoule de blé, feta et légumes. Éviter de manger de la viande est souvent préférable, donc en général on est très content et c'est quelque chose qui se mange très très bien froid, donc vous pouvez la préparer et l'amener avec vous. Et aussi, ça fait un petit bout de temps qu'elle l'avait sortie, mais celle-là c'est un grand classique, son crumble de légumes. Celle-là, elle n'est pas en ligne, mais elle est dans son livre, donc une photo du livre est visible sur l'écran, vous êtes invité à le regarder. Ce livre est vraiment bien, ça s'appelle « Manger bien et dépenser moins » et il y a énormément de recettes et à un coût très très abordable. Il n'y a aucun partenariat pour vous parler de ça, cela fait des années que ces recettes sont suivies et qu'elles inspirent. Sinon, vous pouvez regarder un petit peu tout ce qui est recettes de choses que vous pourriez emmener dans un pique-nique. Ce sont des choses qui ne vont pas forcément avoir besoin de rester au frais, mais que vous pouvez manger dans les 4, 5, 6 heures qui suivent la préparation. Et en général, prenez toujours les options où il n'y a pas de liquide ou de sauce ou de choses comme ça. Celle faite dernièrement, c'est un cake aux chèvres, courgettes et coriandre. C'est délicieux, ça se mange très très bien froid, donc c'est recommandé. Et sinon, il y a une salade. C'est toujours bon les salades. Une salade de riz safrané au thon. Même chose, ce n'est pas compliqué, ça coûte vraiment pas très cher, donc le lien est disponible, cela se trouve sur un site qui s'appelle Ma Ville de Ouest France. Vous pouvez amener des petites soupes en sachet, vous avez juste à demander un verre d'eau chaude que le membre d'équipage sera ravi de vous apporter, et vous versez votre petit sachet de soupe, vous avez votre petite cuillère, vous buvez. Vous avez une petite soupe à la tomate, vous avez une soupe miso, vous avez plein de genres de petites soupes. C'est très très peu cher, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus nutritif, mais c'est plus sain que de manger un burger. Vous pouvez faire des wraps, en général, ils vont se garder aussi également quelques heures. Vous pouvez faire des muffins, vous pouvez amener des noix,
Faites attention à tout ce qui est allergie aussi autour de vous. Donc, amenez plus des amandes ou des choses comme ça. Vous pouvez amener des fruits qui ne s'écrasent pas, parce que bien sûr, dans votre sac, les choses pourraient commencer à s'écraser. Donc l'idéal, c'est les pommes, les poires. Évitez les choses qui peuvent faire des jus, comme des pêches, des mandarines ou des oranges, parce que si ça commence à s'écraser, tout votre sac va se retrouver collant. Ça va être un petit peu désagréable. Attention au reste si vous arrivez dans certains pays. S'il y a des choses que vous n'avez pas complètement mangées, vous n'avez pas rincé votre plat, eh bien vous pourriez avoir des pénalités. C'est le cas par exemple en Australie. Lorsque vous arrivez, vous n'avez pas le droit d'amener de produits alimentaires avec vous et donc vous ne voulez pas avoir à payer une amende pour ça, donc rincez bien ou jetez, prenez des choses qui sont jetables. En termes de contenants, ce qui est vraiment conseillé, ce sont les boîtes bento, ces petites boîtes japonaises. Vous avez des petits compartiments comme ça, vous pouvez mettre quelques petites amandes, vous pouvez mettre un petit peu de salade, etc. Et puis l'avantage, c'est que lorsque vous êtes à destination, eh bien, vous pouvez aller dans un supermarché local et vous acheter 2-3 petites choses et vous les mettez dans votre petite boîte bento et ça vous fait vos snacks pendant la journée, ce qui fait que le repas du midi pendant que vous visitez, vous pouvez le manger à tout moment, ça vous évite de dépenser des sous. Emmenez des petits sacs de type Ziploc, même si ce n'est pas ce qu'il y a de plus écologique pour l'environnement. Certains, si vous mettez des choses comme juste des fruits, vous pouvez facilement les rincer, les essuyer et les réutiliser. Voilà, en espérant que cette vidéo va vous donner quelques petites idées, de l'inspiration, des recettes, ou mieux comprendre un petit peu d'où viennent les repas que vous mangez à bord. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas. Vous pouvez également envoyer un message privé sur le compte Instagram associé et en général, la réponse arrive sur quelques jours par message enregistré. Ça va beaucoup plus vite que de taper sur le clavier. Une excellente semaine est souhaitée à tous et le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Salut!